Bonjour tout le monde. On m'entend bien? Oui, parfait. Bonjour et bienvenue au Centre Clark Genre. Bienvenue à cette présentation, cette table ronde Habiter le monde communautaire en action. Welcome to this roundtable Habiter le monde community organizations in action. Is that what organizing? That's what we called it. Thanks. Ça fait vraiment plaisir de vous accueillir pour notre 5e événement en 5 semaines du mois de mai-juin. Yeah, thank you for coming to our 5th event. So for all those of you who are here with us tonight, we really appreciate it. Nous sommes vraiment contents de vous accueillir. Je me présente, Roxane Arsenault. Je suis co-directrice générale artistique du Centre Clark. So I'm Roxane Arsenault, co-general and artistic coordinator director of Centre Clark with Manon Torini, who's somewhere here in the many faces that, yeah, there you are. Hey. I would like to also thank the partners we have that make this mediation program possible this year, which are Ubisoft and Business Arts, Héritage canadien, Patrimoine canadien. Donc, merci à nos partenaires Ubisoft, Art à faire et Patrimoine canadien pour nous soutenir dans ce programme de médiation cette année. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Prakash, notre médiateur culturel qu'on adore. Merci, bonne soirée. Bonjour tout le monde, merci encore pour votre présence et merci Roxane pour l'introduction. Hi everyone, thanks for being here and thank you Roxane. Donc mon nom est Prakash Krishnan et je suis le médiateur culturel de Clark et je suis très content d'animer cette table ronde ce soir. Je sais déjà que c'est une conversation qui est super importante qu'on continue d'avoir en tant que communauté artistique. Dans nos travaux, on imagine beaucoup des autres façons à vivre ou des autres mondes dans une façon qui est plutôt comme conceptuelle ou philosophique. Mais en fait, pour certains d'entre nous, je pense particulièrement aux communautés BIPOC qui travaillent précisément sur la Terre sur ces enjeux. So to recap briefly, hi, I'm Prakash. I'm the cultural mediator at Clark, and I'll be facilitating this conversation tonight. And I think this is a really important conversation to have, especially in the art world where we often think about different kinds of futures and different kinds of ways of being. Meanwhile, there are people who are working on the ground on these on these challenges in really tangible ways, particularly BIPOC or racialized communities. And so I want to take this opportunity today to highlight that through this conversation. Et avant qu'on démarre cette conversation, on ne peut pas poser la question de comment s'habiter dans le monde sans penser à la situation de colonisme dans laquelle plusieurs nous habitent ici. Cela dit, j'aimerais prendre ce moment par reconnaître que le Centre Clark, son équipe, ainsi que les membres du panel qu'on présente aujourd'hui sont principalement basés en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Tiohtià:ke ou Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes de la communauté montréalaise. C'est avec ceci en tête que Clark collabore depuis quelques années avec le collectif des commissaires autochtones et soutient du mieux que nous pouvons des artistes et commissaires autochtones à travers différents volets de notre programmation. And so with this brief summary, I'm just watching Roxana give some hand gestures, but to some, just a brief tutorial acknowledgement, and I want to also acknowledge that it is quite difficult for some people who may or may not adopt the moniker of settler to really think about how our
How might some of us who still suffer at the hands of structures such as white supremacy still maintain structures of subtle colonialism at the same time? And so this is something, an observation that is like sometimes quite difficult to hold in hand, given the circumstances that we live in that are also like quite difficult to still feel that we're, you know, in the act or complicit in acts of violence, oppression, and genocide. And so when we think about how to live in the world, I think it's important to think on this in all these different kinds of aspects. Et maintenant, je donne un petit résumé de cet événement avant de passer la parole aux panélistes. Dans l'exposition actuelle à Clark, Habiter le monde, esquisse d'une rencontre, le commissaire Morija Kitanje Banza met en conversation un ensemble d'œuvres d'artistes noirs montréalaises qui reflètent ce que signifie, désolé, je m'excuse, reflètent ce que signifie cohabiter dans un espace. Le texte de Felwine Sarr, duquel provient le titre de l'exposition, propose une nouvelle façon de vivre qui décourage l'exploitation continue des ressources pour construire le monde et appelle plutôt à un monde de vie basé sur l'édification de relations de qualité. Ces relations s'étendent au-delà et à travers les sphères inter- et intrapersonnelles, politiques, sociales et économiques. Dépassant les manières d'imaginer un avenir meilleur ou des relations de qualité, cette table ronde réfléchit à comment habiter le monde et redirige cette question philosophique vers les relations que nous vivons. Avec un panel composé de travailleuses communautaires et culturelles provenant de 4 organismes et initiatives de la communauté noire de Montréal, nous aurons un aperçu pratique sur la façon dont nous pouvons répondre à l'appel de Sarr et de Banza à former et à renforcer ces relations communautaires afin de peut-être commencer à choisir de vivre différemment. And so I'm hoping that this conversation with 4 amazing Black women, cultural and community workers in Montreal, that we can start to reflect on the theme of the exhibition that's currently going at Clark, to think about how we might live in this world differently. And so maintenant, je vais passer la parole à notre premier membre du panel, qui est Ornella Tanus de Nour. Allez-y. Go ahead, Ornella. Allô, bonsoir tout le monde. Merci Prakash. Merci pour l'invitation au Centre Clark. Et je suis contente d'être là avec les autres panélistes dont j'admire le travail et la contribution à la scène montréalaise et québécoise. Donc, je m'appelle Ornella, je fais partie du collectif Nour. C'est un collectif qui a été fondé en 2018, en tout cas que j'ai rejoint en 2018, et dont le but est de valoriser, en fait, de participer à l'épanouissement, à la valorisation et au développement du potentiel des personnes racisées au Québec, principalement des femmes noires. C'est un collectif qui est composé de 3 personnes. Donc, il y a Soraya, il y a ma collègue Vanessa et moi-même. Et on travaille très fort pour amplifier les voix qui existent déjà, faire connaître le travail, surtout des femmes racisées au Québec. On se concentre évidemment beaucoup sur Montréal parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, mais on essaye autant que possible de branch out et d'amplifier des voix d'ailleurs, autres qu'à Montréal. Donc déjà, là, vous voyez, j'ai ma mini-personne ici avec moi. Elle va être là tout le long. Et merci d'être patiente et patient avec moi, avec nous. Donc, ce qu'on fait avec Nour, c'est qu'on produit beaucoup du contenu. Donc, on produit des podcasts principalement. La première saison qu'on a produite, c'était pour amplifier des voix de femmes racisées qui sont engagées. Parce que ce qu'on a remarqué, c'est que, de un, le travail des femmes en général est invisibilisé, particulièrement des femmes racisées. Il est pris pour acquis, généralement, et on finit par penser que de toutes les manières, on doit le faire. Sinon, de un, effectivement, personne ne le fera. Mais le message que ça envoie, c'est que c'est un travail qui n'est pas valorisé, en fait, et qui n'est pas valorisant. Et ça n'inspire pas forcément la relève dans le sens de « moi aussi, je peux faire une différence », même si ça se fait évidemment tous les jours à travers plusieurs initiatives.
il y a quand même beaucoup de force, il y a quand même beaucoup de poids à se voir représenté, à voir que quelqu'un qui nous ressemble travaille pour la communauté, s'engage dans sa communauté, est reconnu et valorisé pour ses apports et pour son travail. Je veux dire, même entre nous, si on parle de nos cercles d'amis et de proches, les personnes qui travaillent dans le communautaire ne sont pas forcément valorisées. On peut nous admirer de loin, en guillemets, ou alors on va dire à ton petit projet sur le côté, mais techniquement, on ne va pas se le cacher, ça ne ramène pas de cash, ce n'est pas glamour non plus. Donc, il y a une certaine dévalorisation un peu de ces engagements. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de revaloriser ces engagements, c'est d'inspirer la relève et aussi d'amplifier des voix. Donc, quand on fait des podcasts, on interviewe principalement, en fait, on n'interviewe que des personnes racisées, hein. Notre podcast à nous, Nour, le projet Nour, la première saison, ça a été que des femmes racisées. Et puis, par la suite, on a collaboré avec Télé-Québec et Production Pic-Bois pour le déclic, qui parle un peu de tous ces petits moments qui nous font comprendre que, oh shit, oh pardon, plus pour vous que pour elle. Aucun problème, ouais. Qui nous font comprendre que, OK, je suis différente, non seulement je suis différente, mais en plus, on me traite différemment. Donc, qu'est-ce que je mets en place, inconsciemment souvent, pour pas qu'on me traite différemment, pour pas que je m'aliène trop. Donc, ça peut passer par changer de nom, changer son comportement, changer la manière dont on s'exprime, se auto-polisser un tout petit peu, code switcher aussi, des fois, ça aide beaucoup. On a voulu explorer ça en parlant à différentes personnes de différents âges, à travers, surtout à Montréal et aux environs. Donc ça, c'était le déclic. Je vous invite tous et toutes à écouter ça partout où vous écoutez des podcasts. Ensuite, on a collaboré également avec l'INM, l'Institut du Nouveau Monde, pour faire Nous Autres, qui est un podcast qui s'articule beaucoup autour des questions du vivre ensemble. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une phrase, une expression qui est utilisée, qu'on aime utiliser au Québec, même si dans les faits et dans la pratique, il y a encore beaucoup de travail à faire, encore beaucoup de chemin à parcourir. Et donc, dans Nous Autres, on interviewe des jeunes racisés sur plusieurs sujets qui sont liés au vivre ensemble. Donc, c'est quoi le vivre ensemble? Qui peut clamer ça? Qui doit faire des efforts? Quel genre de pont on doit construire? Et les relations de confiance entre les institutions publiques, par exemple, et les jeunes racisés. Les institutions, ça peut être l'école, ça peut être la police, ça peut être le système de justice au complet, ça peut être beaucoup de choses, en fait. Comment est-ce qu'on rétablit cette relation de confiance? Est-ce qu'elle a déjà existé? Est-ce qu'elle n'existe plus parce qu'elle a été abîmée? Et comment est-ce qu'on répare ça? On parle beaucoup aussi d'identité multiple et plurielle, et comment est-ce que on navigue ces eaux un peu floues des fois. Donc là, on vient de sortir la 2e saison il y a quelques temps, et je vous invite également à écouter ces conversations. En fait, on les écoute parler, on pose des questions, on les écoute parler, évidemment, parce que c'est important d'écouter ces points de vue et nous, de nous revenir, si vous pouvez, avec un feedback. De ce qui vous a fait réfléchir, ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, les échanges que vous aimeriez continuer. On apprécie le feedback beaucoup. Et puis, donc ça, c'est ce que je fais avec Nour. Ça m'habite énormément. C'est un travail que je fais en plus de mon travail à temps partiel, parce que personnellement, je trouve que c'est important, évidemment, mais aussi personnellement, avant Nour, je ne peux pas dire que je m'impliquais plus que ça. Parce que, quelque part, j'avais grandi en pensant que je ne pouvais habiter le monde que dans le petit coin qu'on me donnait. Donc, je viens aussi beaucoup d'un pays où s'engager politiquement, en fait, est dangereux. N'est pas juste pas valorisé, mais est dangereux en général. Et donc, moi, j'ai très vite appris à me cantonner à une certaine place. Même si je suis très loud et tout ça, il y avait certaines choses que je ne faisais pas parce que je ne pensais pas que ça allait vraiment faire une différence. Et c'est en rencontrant Soraya dans un événement de l'INM, en fait, dans un champ, pas l'école d'hiver, mais un champ de formation, que je lui ai parlé.
Elle m'a parlé du projet, puis au fur et à mesure qu'on a continué à parler, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était à portée de main. C'est pour ça aussi que j'ai voulu m'impliquer dans Nour, parce que je veux que les autres jeunes, les plus jeunes, réalisent que changer chez soi, peu importe comment on définit chez soi, c'est possible, c'est à portée de main, ça n'a pas besoin d'être énorme, ça n'a pas besoin d'être reconnu avec des prix internationaux, etc. Et on n'a pas besoin que les autres nous appuient forcément, mais si on voit quelque chose et qu'on a envie de le changer, il y a beaucoup de moyens maintenant d'y arriver. Des podcasts, c'est relativement accessible quand même. Des vidéos sur YouTube, c'est relativement accessible. Parler aux gens autour de nous, c'est relativement accessible également. Donc, je fais ça pour moi, je fais ça pour inspirer aussi d'autres qui auraient envie de s'engager. J'ai envie de dire que ce n'est pas peine perdue, ce n'est pas une perte de temps non plus. Et c'est important de le faire. C'est important d'habiter l'espace, non seulement l'espace qu'on nous donne, entre guillemets, mais aussi l'espace qu'on a envie de prendre. C'est important de bâtir, de créer des liens, en fait, avec d'autres organismes, mais aussi avec d'autres personnes, tout simplement, parce que c'est en échangeant qu'on se rend compte qu'il y a des points de vue qui sont similaires aux nôtres, qui sont adjacents, qui sont différents, mais c'est seulement en échangeant qu'on peut voir comment est-ce qu'on peut se connecter et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Oh my God, j'ai beaucoup parlé. Je ne sais même plus où je m'en allais avec ça. Non, mais c'est excellent. Merci beaucoup, Ornella. Et j'ai mis dans le clavardage quelques liens liés au projet dont Ornella a parlé. Donc, nous, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux à commercialnour.mtl. Et puis aussi les deux balados, je les ai mis aussi les liens dans le chat. Mais ils sont aussi disponibles sur comme Apple et Exactement. Apple, certainement, et comment je les écoute. Peut-être Spotify. Oui, ils sont partout où on peut écouter des podcasts, normalement. Merci beaucoup. On va faire les questions autour de la table après que tout le monde a fait leur présentation. So we'll move on to the next presenter, which will be Diane Gistal. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Diane Gistal, donc la fondatrice de Nigra Juventa. Donc Nigra Juventa, qu'est-ce que c'est? J'ai une petite présentation PowerPoint très rapide, parce que je pense que ça parle plus en images. Je vais vous partager mon écran, juste un petit instant. Partager l'écran. Hop là. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Super. Oui, c'est bon. Donc, ça, c'est une présentation rapide. Oh, bon, il y a le son juste sur la première diapo. Alors, qu'est-ce que c'est Nigra Juventa? C'est un organisme montréalais qui célèbre les cultures et l'histoire afrodescendante et africaine à travers les arts visuels et médiatiques. C'est bien beau comme phrase, mais qu'est-ce que ça veut dire de façon plus concrète? Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'allier la créativité et l'érudition pour amplifier les voix des artistes noirs, des travailleurs, travailleuses culturelles noires. Et pour cela, on est... Attendez, je pense que je me vois moi. On propose 3 types d'activités, des expositions, des projets créatifs et des discussions et projections. Hop là. Donc, dans un premier temps, donc, des expositions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des expositions? Donc, on présente des projets qui sont portés par des commissaires afrodescendants, où on met en lumière donc, des artistes noirs. Donc là, c'est l'exemple d'une exposition qu'on a présentée en 2020. Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. C'était une exposition où on abordait des sujets notamment liés à la santé mentale dans les communautés noires, qui est particulièrement tabou. Donc là, c'est également l'exposition Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage. Là, c'est l'exposition Subalterne qu'on a présentée donc, en 2019, qui était une exposition avec des artistes femmes noires qui voulaient se réapproprier le discours sur leur corps, sur leur réalité, leur propre narration. Donc, dans un second temps, donc, on propose des projets créatifs. Donc, ça va être de présenter des séries où on parle des artistes noirs, des projets visuels,
Et enfin, des discussions. Donc là, c'est une discussion qui a eu lieu au Musée des Beaux-Arts de Montréal, une autre discussion au Musée des Beaux-Arts de Montréal, où là, on va discuter notamment des œuvres de la collection permanente d'artistes noirs. Avec, donc là, on a une commissaire noire, une professeure de littérature à l'Université Concordia, une artiste visuelle, donc Marie-Laure Louis. Là, une conversation qui a également lieu au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Et donc également des projections. Donc là, c'était une projection qui était liée à notre exposition Subalterne, qui a été présentée à la Cinémathèque québécoise, du documentaire Marianne Noire, qui mettait en lumière justement des femmes noires afrodescendantes en France. Et notre équipe, donc une équipe 100% afrodescendante, donc avec... oula, il est Candice 2 fois, mais ce n'est pas Candice. Donc il y a Ridjé qui est notre graphiste, Candice qui s'occupe des communications et de la direction artistique, Mickaël Sergil qui est chargé de projet et commissaire, et moi qui suis commissaire et qui m'occupe également des communications. Donc là, c'est une présentation très rapide donc, de l'organisme que je représente aujourd'hui. Et pour moi, c'est très important de participer à cette conversation parce que, et je suis vraiment honorée d'être avec des organismes qui, pour moi, sont des organismes de terrain. Et en fait, je pense que le travail qu'on fait, c'est un travail qui est nécessaire. On est très peu d'organismes afrodescendants dans le milieu culturel, et notamment liés aux arts visuels. Et donc, c'est un travail qui est quand même assez laborieux, mais je pense que ça nous permet notamment d'offrir aux artistes noirs et aux travailleuses culturelles un espace, une plateforme. Et donc, c'est un petit peu ça que fait Nigra Juventa. Voilà. Merci beaucoup, Diane. C'était comme vraiment génial. Et en fait, je me fais rire parce que, en fait, dans la photo que tu as partagée au Cinémathèque, c'est moi, je le trouve dans la photo et aussi Ornella était là aussi. Mais je ne pense pas qu'on peut la voir, mais nous deux, étaient là. I recognize you. Donc, full circle moment. C'est bon. Et aussi, je pense que ça parle de la communauté montréalaise racisée, c'est vraiment petit. Donc, ça, c'est ça. C'était une very interesting observation. Mais merci beaucoup. On va passer à notre prochaine panéliste, Désirée. Bonjour. Merci. Je suis effectivement très honorée et très heureuse d'être à cette table. Je vais probablement passer de l'anglais au français because that's how my brain works. And so I am a community worker, but I think most importantly and first and foremost, I'm an educator. I'm a community educator, and I think this is the thread that best describes all my work. Because this is how I started on the ground. This is also how I made a space for myself in the city of Montreal through community work. And it's also how I got to discover the realities of other Black communities and realize that community work was not just community work, but it's political work. And it is through community work that Black communities kind of created safe spaces for themselves within the province of Quebec. And so this was the kind of entry point, and then it threaded to where I'm at right now, which I'll thread for you. It's so I started as an educator and then looking for resources to work with youth, from other Black communities that I was involved with, realizing that I never had material and pedagogical material to work with them and to also make them understand that they have had a presence, that these communities have been present in this city for a long time. So looking for resources, I realized that the spaces that I was engaging with, community organizations, were the spaces where this was documented. And so I started to work around community archives, particularly archives of Black community groups and Black mobilizations, not only with the idea to preserve them, but with the idea this was key pedagogical resources for the youth that I was working with. And so it was not only a question of documenting a life and a presence, but also of looking at how did communities kind of, live
their own politics, because this is community work, as I said, is about making your own space, right? And so I started to realize like these archives weren't just archives documenting community life, but they were archives documenting the vision that communities had for themselves, the politics, the knowledge, the experiences. And so understanding that material is in the end is about knowledge, right? It's about Black knowledge, not just about Black realities, but also Black knowledge about the city in general and about the province. And so in the last years, I've been working on different kind of preservation projects, but connecting them always with education. So as I say, I'm not an archivist, I'm a community educator that archives. And that's very clear to me because this is the kind of connection. Preservation for preservation is one thing, but the idea is really to see how do we transmit this information and this knowledge. And so through this, a few years back, I produced pedagogical materials around the histories, like a slice of history of Caribbean communities, because my goal was also to kind of start complexifying the narratives that are around Black communities, because for a long time, people talk about a Black community. Or we're blanketed as, you know, in that term, Black community, but in reality, it's a diversity of experiences. It's a richness of knowledge, of culture, you know, with different histories, different migratory paths, different paths, you know, the local Black communities is not a migrant community, it's a local community. And so the idea was to, okay, well, we need to start working around this knowledge and bring it out there, and also find ways that we get to, you know, the kind of these nuances, these complexities. So that was kind of the, you know, main chunk of my work in the last little while. And it brought me to a kind of another aspect of my work, which has been kind of community research, right? And so at the core of it is the same thing that, you know, is related to education, archives, and research, is the question of knowledge. And it's to say that Black communities hold knowledge about themselves, and that our role is to just, and what we need to do is just to put it up front and find ways to, you know, get it out further in the public sphere. And so that Black communities are not just talked about, but that they are the ones leading the conversation, right? And so as, you know, connected to that work, I have the tremendous honor to be the director of program of an organization that was officially launched yesterday, which is part of, actually, it emerges from a group of community organizations, 51 organizations that work together under the umbrella of le Sommet socio-économique de développement des jeunes des communautés noires. I'll try to translate that. It's the Socioeconomic Summit for the Development of Black Youth, which is an umbrella organization that works with 51 groups that are involved themselves with Black youth. And in the last years, what they've been doing is saying, well, yeah, we need to produce our own data, and we need to produce our own knowledge. And so this has been kind of a long-term conversation. And as of yesterday, we have founded the Observatory of Black Communities of Quebec. And so the role of the observatory is to obviously, you know, produce numbers and data, but more than that is to really kind of put forth the knowledge and experiences of Black youth and of people around them about their realities, about their challenges, about their experiences, but also about the solutions that they see to address the challenges that they're living, and the solutions that they have. And so I like to think about the observatory in relation to the title of the thing, Habiter ce monde. It's like to me, the way that I see the observatory is a platform so that, you know, we can bring knowledge, not only to be part of the conversation, but to change the terms of the conversation. And so to me, it's not about inclusion, it's about changing the dynamics, it's about social transformation. And again, knowledge is at the core. So the observatory, as I say, is really, it's brand new. It's a big, you know, it's a big project. And the goal is also to kind of break boundaries between research, community work, youth, and to see how we can kind of, you know, create multiple communities of practice and find ways to really engage people with one another, and so that we can, gather that knowledge and then also bring something concrete out of it. So not just research for research, but, you know, the feedback loop between research, community youth, and also community work, and also, you know, it was centered around Black youth in general. So in a nutshell, that's my personal work.
around knowledge, and then my new role as the program director at the observatory. Prakash, I think you're on We can't hear you. mute. Can you hear me now? Okay, excellent. Yeah, that's great to hear, Desi. Does the observatory have a website? Not yet. You're also on mute. But great to know. I put some links for the summit in the chat if people want to search that in more detail. And so we're going to move on to our next presenter, which is Aisha. Feel free to go ahead. Hello, everyone. So my name is Aisha Seabright. So I am probably one of the newer kids on the scene of community organizing here, especially in Montreal. I was born and raised in Toronto. I moved to Montreal 4 years ago. And essentially what started happening was just like, I came here to change my career, actually to get more involved in community work. But I found just being a Black Anglophone, like my mental health was declining. Like the amount of racism I faced compared to growing up in Toronto was extreme. Like I lived in Toronto for 26 years before I came here. And I experienced in the first year more racism than I had ever experienced in my life, with like just random people heckling me in the streets, just like really a lot of like aggression, even like the government documents online. A lot of them are only available in French. And so it was a very isolating and depressing circumstance I was in. And so I was just searching for mental health resources. I was like, you know, I had only so much money I had saved up so that I could live off here, and I wasn't able to find jobs. I was in, like, I had not even imagined that I would be in this position considering I'm still in Canada. I thought like being someone born in Canada, I would be able to find work as someone who speaks English and as like living in a country with two national languages, English and French. And so in my search, for one, in general, there's not a lot of Afro-Canadian, like African, like diasporic practitioners in general. And then even more, what hindered my search is the fact that like a lot of like Afro-descended practitioners did not speak English. And so like I found like I was really limited in my resources. In fact, like I really didn't have any resources. And so in my volunteering, and like I volunteered with different English speaking nonprofit organizations here, I stumbled upon Black Mental Health Connections Montreal. And so it was a little seed when I got there. And essentially, I'll get into the presentation, but like working with them, essentially what they do is they connect the English-speaking Black community with resources because there are so little here. And so I do work as a project manager. And so I do like a lot of the like coordinating and external coordinating and putting together policy and et cetera now. So I'll talk about what we're doing now so you can understand. So I'm gonna present, let me just make sure I'm ready to share the screen. Okay. Okay, so I'm gonna go present mode. Okay, so hello, what is BMHC MTL? So BMHC MTL actually started in 2013. There is McGill was essentially hosting a round of Black History Month events, and a group of social workers came together and they realized there wasn't enough resources or even like support for mental health in the Black community, especially the English-speaking Black community. And so they came together and they like their commitment to actually like reaching, sorry, like spreading resources to the community is what actually started BMHC in the first place. And like
essentially what BMHC is that we want to promote a greater understanding of mental health in the Black community. We advocate for increased access to culturally relevant resources. And we also promote prevention and daily care. And the principles that guide the work that we do are intersectionality, solidarity, anti-oppression, inclusivity, and transportive justice. Because you need all of these things for one to like make sure that we're reaching everyone who's impacted by this. Because it's not just being Black and Anglophone that like decreases your access to resources. It's like, what class are you in? How much money do you have? Like what was the culture within your home surrounding mental health even? Or like, are you further like oppressed because of your sexual orientation or the way you present your gender, et cetera? And so we use these principles to make sure that we get as many people covered as possible and that we can meet the needs of as many people as possible. And we break the stigma by using our website and our social media to educate people on different mental health phenomena and mental health resources so people can learn to, for one, start looking at their mental health in a way of holistic health. Instead of thinking of mental health as something that's only for people who are experiencing crisis, or it's only for white communities, et cetera. We use like our website and our social media through talks, speak on panels such as this, or even just sharing like little carousel Instagram posts, slide posts of infographics so that people can start learning about like just common things that people normally every day kind of dismiss. And I think it's very easy as within the marginalized community to, for one, within the Black community, there is not really a culture of vulnerability that is promoted. And we don't really have the opportunity to, because we're facing so much racism from external like sources, or we're experiencing like harm within our own community, and just the everyday burden of facing like, you know, whatever obstacles that come with this form of marginalization, we don't always have the ability to focus on our mental health. So by having like constant like content talking about different mental health things and just getting people to think about how the importance of taking care of it and thinking about things that happen in a way that's like, oh, like this isn't just an isolating incident that only happens to me. Oh, this is actually a phenomena and there's ways to manage this so that it doesn't like take away from my functionability. It doesn't take away from my quality of life. So that's kind of how we destigmatize it. We talk about it often and we share content and we develop programming around spreading awareness of mental health. So the services that we've been offering currently, just because we are very new, we like BMHC MTL did start like 2016, but is ran by social workers who didn't have, like they already had full-time jobs. They didn't have as much time to commit to actually creating programming for the community. And so we officially relaunched September 2020 during COVID, during the pandemic, completely online. And so we restructured our website to make it more educational. And we actually created our social media platform so that we could reach more people. But what we've been doing within our own membership is we've been training ourselves so that we could actually have like a background to speak on this, like from a perspective of like actually having tangible, actionable things to recommend for people. And also we have socials within our membership, just so like we support each other. We're a collection of volunteers as well as organizations that offer services to the Black community. And us ourselves as people who work within the community, we face our own obstacles, we face our own barriers, we face our own stresses. So we come together to make sure that we can hold space for each other and make sure everyone's doing like well or being taken care of. Also, one thing that we've been really happy to offer within the past year, it actually just finished May 26th was our last session, was peer support. Sorry, I'm just gonna plug in my laptop here.
our peer support groups. So we received a grant from Tegan and Sarah that allowed us to launch our very first peer support group. And in this, we're able to launch a group for Black and LGBTQ plus youth between the ages of 18 and 30. And so with our peer support group, we wanted to have people with as much commonalities as possible. Like, we've been talking so much about the Black community so far, I think. And one thing to acknowledge is that there's so many intersections that fall under that. Like even like different cultures, different specific countries you're from, different nationalities, different like ways of thinking about mental health, different like orientations, genders, and just even your religious backgrounds. All these things can kind of change the way that you view mental health and how you interact with it. So we wanted to make sure and even just your own experiences with managing it and the different obstacles you face. And so we wanted to make sure that we had groups of people who had as much things in common so that they could actually support each other on the specific barriers that they face. And so we finished that pilot group. And so coming this fall, we're going to be launching 2 more support groups for more members of our community. And next year, we're hoping to have a conference so that we can like just more broad, we could reach more people. We did launch online. So I think it's very important to have like in-person and online events to actually let people know that we exist. Like even just having a physical space for people to meet, it makes it more tangible, I feel, and it's easier for people to network and connect and actually share ideas in a more like, I think, a way that allows them to internalize the information better. And this way we could actually like show people just like actually how many people actually care about mental health, and like just to show how common it is to not know where to start and how common different obstacles are. So we're hoping to host that by April of 2022. And we want to expand our Being Makes conversations. So this is a content piece from our Instagram. So we have Instagram lives periodically where we talk to an advocate or a mental health professional from within the Black community about different specific things and obstacles and barriers that the Black community faces in Montreal. So that way we can like get people like to understand, and I feel like I'm gonna be sounding repetitive, but it's still like just getting to understand how common different things that they may face are, and like learning practical and tangible ways to manage them. And also we'll be soon launching a Music for Healing program. And with this, we're going to have someone facilitate a weekly meeting where people can come together and write music, write poetry, and learn different instruments as a way for cathartic release, and learning how to like different ways to engage with their different emotions in healthier coping mechanisms that could help for people who are more musically inclined. And even just learning about different tools to manage these different experiences. But yeah, so our future goals, although like they're happening in the very near future, we're launching our Music for Healing program. We're launching 2 more support groups right after we evaluate this peer support group that we just had. We'd love to collaborate with local organizations to provide mental health programming, like especially in the form of like mental health workshops. We're expanding our BMHC conversation series, and we'll be fundraising through grants, and so that way we could do more projects, etc. And yeah, lastly, we'll be having our very first in-person event. So it's called the BMHC Cookout. It's going to feature a panel of mental health advocates and professionals within the field, within the Black community, to talk about mental health. We're gonna have a few people come, and it's gonna be hosted at Desta, August 14th. If it rains that day, August 21st. And yeah, we're so excited to have it. So if anyone's interested or curious about it, you could reach out to us to see what's happening with that. Or if you'd like to get involved, you could let us know. But yeah, that's us. So if you'd like to ever get in touch with us, our website, I think Prakash linked it to the chat.
but also we're BMHC MTL on Facebook, Instagram, and on Twitter that we do not use. And our email is there if you'd like to reach us directly. All right, so I'll stop sharing. Great, thank you so much. On va passer à la table ronde. So we'll move on to our roundtable discussion. And I have a few questions prepared and just brewing in my mind. But for everyone else in the audience, if you also have questions for the panel in general or for people in particular, feel free to write them in the chat. You can raise your hand in real life. You can raise your virtual hand. Feel free to get involved in the conversation. Donc, pour la première question, for the first question, I think when I was listening to everyone speak that I don't think any of us are Montreal locals. Is that true? Do we all arrive here from somewhere else? And so, because like, I showed when you were telling your story about moving from Toronto, me too. I also moved to Montreal from Toronto 5 years ago, and I am still here for reasons. Can't really explain because the racism is also, you know, from my own personal experience, it is quite fierce. Yeah, here we here we are. And so, but for the whole panel, I'm wondering, is there something about Montreal that makes this work particularly either interesting, unique, or difficult? Donc, y a-t-il quelque chose à Montréal qui rend ce travail particulièrement difficile ou intéressant ou unique? Maybe Ornella, we haven't heard from you in a while. Si tu veux aller en premier. You haven't? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, Montréal, déjà, moi, j'aime beaucoup cette ville. Je trouve qu'il y a une multitude de communautés noires et de communautés racisées, ce qui fait que ça rend le travail, je ne sais pas si c'est plus complexe, mais en tout cas, c'est plus diversifié dans les points de vue qu'on amène, dans les problématiques qu'on aimerait aborder, ou dans les voix aussi qu'on veut amplifier. Ça donne une multitude de voix, une variété de voix qui ont toutes des choses différentes à dire, ou des fois la même chose, mais de manière différente. Donc, pour moi, le défi, c'est d'aller, de faire du mieux que je peux pour amplifier autant de voix racisées que possible. Dans un univers où il y a, comme l'a dit Désiré tout à l'heure, il y a une multitude de communautés noires, rien que les communautés noires. Et ça vaut pour plusieurs autres communautés. Donc, cette variété qui est d'un côté une richesse, c'est que si tu veux faire un travail qui englobe plusieurs communautés, ben, tu dois faire un travail qui englobe plusieurs communautés. Tu sais, donc, oui, c'est un défi, mais en même temps, c'est très enrichissant. Et Montréal se trouve au Québec, qui est un endroit où ce que je remarque, c'est qu'il y a une... c'est un endroit où il y a beaucoup d'oppression, mais il y a aussi, pour certaines personnes, c'est difficile de reconnaître qu'on peut être ou qu'on peut avoir été opprimé et être oppresseur en même temps. Donc, dans le travail de Nour, même si notre travail de base n'est pas un travail d'éducation, on sait quand même que les podcasts qu'on produit vont être écoutés par une multitude de gens. Et donc, dans la manière d'aborder les choses, il faut qu'on tienne ça en tête quand même. Ce n'est pas au forefront, ce n'est pas la première chose à laquelle on pense, mais c'est peut-être la 15e. C'est-à-dire qu'on y pense quand même, tu sais. Parce qu'il y a cette prise de conscience, je crois, à avoir, que ben, c'est une population d'opprimés, entre guillemets. Et là, je parle spécifiquement des Québécois et Québécoises blanches, de souche non racisée. Je ne sais pas comment d'autres dire ça. Je me retrouve toujours à chercher mes mots quand je veux définir, quand je veux parler des personnes non blanches. Ça aussi, c'est très intéressant quand même, je trouve. Donc oui, donc ces personnes qui ont un passé d'opprimés, ben, oppriment aussi, en fait, à leur tour. Donc il y a cette dualité que je ne trouve pas évidente à naviguer. J'estime avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Oui, absolument. J'étais un peu distracted avec le compte d'Anna, mais merci beaucoup, Anna, pour être là. But yeah, no, I think that's like a really important observation that, you know, it's not, you know, we had 4 people speak just now, 4 very different projects speaking to, you know, different kinds of
communities within the kind of like Black Montreal, Quebec community. I know that Noor also is more expansive in terms of like the region it covers, and also the people, like not just the Black community, but also other people and communities of color. But it is, yeah, even within the Black community, it's clearly not a monolith. Think about kind of like what Aisha said about genre like la difficulté to find like services when you're an Anglophone, right? Just in general, but also it gets even more difficult when you're Black or a person of color and you're looking for culturally sensitive or specific resources. And that's also something I'm not sure that everyone who doesn't have those needs understands, that it really kind of is an access need to be able to, let's say, access a social worker or a therapist who is not going to ask you or say things that are offensive or potentially hurtful or violent. And at least that's been the case for me. I've like gone to see a professional therapist who has said to me some really wild comments, and I'm like, well, this has not helped my mental health. In fact, I think this has made it much worse. And maybe Desi, if you want to talk a little bit more about like, because you have been kind of like very kind of like deep into kind of like this work inside of institutions, and yeah, really kind of like not extract Black knowledge, but really, yeah, like do this work of like sharing Black knowledge, especially from the archives, this kind of historical knowledge that often gets like forgotten or lost, or maybe not even archived properly, therefore it's hard to reference. But can you talk to us more about like how that work has come to fruition? Yeah, absolutely. And before going there, I just want to add something to the question that you're asking about, like the challenges of doing this work around Montreal, which is also related to the question of archives. But to me, there are two major things around working around, not just acknowledging, but bringing forth the Black presence in Quebec in general. The first challenge is like doing this in the space of Montreal, which starts from an absolute denial of that you were talking about in your territorial acknowledgement, that like doing this work in a space that starts with an absolute denial of Indigenous presence and of Black presence is really, really difficult. Like I remember coming to Montreal, and while I was here realizing like, oh, there is actually a local Black population. Not everyone has this experience of migration that I have. And so this was something that took me a long time to shift, because having gone through the process of being through elementary and secondary school here, I was thought that, other Black communities are, other Black community members are like me, like we come from elsewhere. And so that I think to me was the first big shift to do, and being like, wow, this is so, the history and the historical context that I've been explaining is so alienating that it starts from the premise of the absolute erasure of two communities that are foundational to this province, right? So that is one aspect. The other aspect is the Montreal gap with the rest of the province, right? Because when we speak about racialized communities, when we speak about Black communities, it tends to be a Montreal-centered conversation. Whereas the reality is that racialized communities, Black communities are present all over the province in different forms and spaces and different numbers. But I landed in when I came to Quebec, the province, I moved at first in Quebec City. And so that was interesting because I was, lone immigrant, lone Black woman, lone everything in there. So when I came to Montreal, to me, it was like, okay, this is a safe haven because there's other people that are, like me, similar background. But it always made me aware that, there are other Black communities and Black community members around the province. And so that makes it hard because I find that they're often eclipsed out of the conversation. So that is kind of one thing, but this is also part of the reason why I work around archives, right? Because it's to bring forth that, not just that history, but that embodied presence, that knowledge, and also to say, well, these mobilizations, like I was hearing Aisha speak about the Black Mental Health Network, and I'm thinking, wow, this is very similar to the work that women did in the Colored Women's Club in 1902, right? And so we are also part of the erasure of that history it's not only the erasure of the invisible labor of community workers,
but it's also the erasure that they've had to do that work because they've been facing anti-Black racism forever. And so it's the erasure becomes like multiple. It's the erasure of the presence, it's the erasure of the knowledge, and it's the erasure of the violence received at the hands of you know, a racist structure, right? And so this is, to me, as I said, like the work around archives, it's not just the preservation of this, but it's thinking about all these things and how they all interweave, and how the act of preservation can become itself a form of community work also. And the act of preservation is a form of political work also. And it's not just to recognize the presence, but it's to recognize, you know, an embodied, as I say, an embodied knowledge, and communities whose labor have shaped this province and have allowed the province to be what it is right now, right? And so the work around archives, it's not just the document themselves, but it's also to think about where else are these histories archives. And I think, like, you know, the question of orality becomes super important. The question of physical space becomes super important. The questions of monuments, you know, and I often refer to this because to me, it's just the perfect example. A few years back, when, so the Negro Community Center was the first formal community-based organization by the Black community, 1927. In the 80s, the building, you know, had structural damages and so crumbled, and so it was cut off. People couldn't access it anymore. And the community tried to, you know, raise the money and tried to also lobby, you know, the municipality and Quebec so that it would be recognized as a heritage site. And it never happened until the building crumbled. And then the building was erased, right? And so it was such a clear act, again, of not only the denial of the presence, but the actual physical erasure of that history. And so that's why when I think about archives, to me, it's not just, it's to really go beyond just the physical, but it's to think about what it means in the bigger realm, right? And what it plays into, like, the imaginary, the collective understanding of this society. So I could continue, so I'm gonna stop now. Because I see Aisha, I wanna hear. Yeah, Aisha, did you have something to say? Yeah, I just want to talk about, like, what Desiree was saying, also what sorry, I don't want to, Ornella was saying also, is like so like deeply relevant. For one, making sure that we don't leave people behind, I think is something that we were mentioning, but also the fact that, like, I think a purpose of colonialism is the erasure. So it's like, it's the purpose so that we don't have this knowledge to bring forward. We're constantly relearning. We're constantly reteaching ourselves. Like, you know, we don't, like, yes, we do pass down some knowledge, but like, even when you look at people who are descended, like Afro descendants in the Caribbean, they don't speak the tongues that they used to. They don't worship the same gods that they used to. And like, these are things that were healing. These are things that built community. And so we had to relearn new ways. And I feel like it's this constant disruption of our culture and the work that we're doing that often holds back the community to some like level. But I'm really like, and not to say that we'll continue to have this problem, but it's just like, colonialism is a very, like, it's a proactive act of like, and it's like, we always think of it as this passive thing that happened so long ago, but it's continued practices to stop marginalized communities from coming together, to stop the progress of marginalized communities. So it's really important to, like, Desiree, the work of archiving, and maybe you know Kristen Young from BMHD MTL, because I know there's not many like racialized community archivists. Maybe that's me being ignorant also, but like the work together very closely for many years. Okay, so I'm not wrong. It is Montreal. Okay. Like, he's my archives partner in crime because we're so few. So yeah, but like, that work is exceptionally important, because that way it's like, okay, even the work that we're doing now,
we could revisit, like you mentioned an organization back in 1902. I don't want to like say I'm not a oral like learner, so I always mess up things that I hear. But like the fact that there is already Black women who formed a very similar organization in the past, like we can learn from what they have done and improve upon it or incorporate it into what we're doing. But legit, like we started from scratch. A lot of the things that we're doing, we're starting from scratch. But one thing that's really important when we're doing the community work is sharing what we learn with each other so that we constantly build on each other's work. That's all I wanted to add. Ornella? Yes, yes, I want to plug something. This thing That is that like was made by, how come your name is not on here, Désiré, like front page instead, bref. Ça a été fait par Désiré et c'est la vie caribéenne au Québec, l'histoire des années 60, 70 et 80 en photo. If you can get your hands on this, I highly suggest it. I highly recommend it. Not just because it was written by Désiré Rocha, but because pour moi, je trouve qu'il y a du pouvoir dans le fait de se voir représenté, de un, et de voir que, like you said, Aïcha et Désiré, ce travail qu'on est en train de faire chacune et chacun à notre manière, en partie, ça a déjà été fait dans le passé. La prise de conscience ou l'engagement n'est pas nouveau en tant que tel, mais parce qu'il n'y a pas de traces, où les traces sont difficiles à trouver, tu sais, ça donne un espèce de, comme un sentiment d'impuissance un peu quelque part. Ben, c'est comme si ça n'a jamais été fait. Si ça n'a jamais été fait, pourquoi ça n'a pas été fait? C'est sûrement trop compliqué, tu sais. Donc, on a tendance à oublier qu'avant nous, les gens qui étaient là avant nous, eux aussi, ils étaient dans cette optique de contribuer à la richesse, pas la richesse matérielle, mais la richesse et le bien-être de leur communauté. Et ça, c'est pas quelque chose qui va être enseigné dans les écoles, c'est clair. En tout cas, pas pour un certain nombre d'années. Moi, j'aimerais bien que ce genre de livret soit enseigné dans des écoles, même si c'est un cours, parce que si les jeunes racisés ne se voient pas exister, je pense que les autres vont nous voir encore moins. Tu sais, donc il y a un travail à faire pour nous, mais il y a aussi malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, un travail à faire parce que ça va, je ne trouve pas le mot, mais en gros, ça va déborder en fait des communautés racisées et ça va atteindre les communautés blanches autour. C'est pour ça que je trouve que c'est important aussi. Si tu parlais je m'excuse, je suis vraiment là, mais aussi vraiment fatiguée, donc vraiment pas là en même temps. Donc, si on parle de l'endroit physique qui était dans la petite Bourgogne, qui est est-ce que c'est le Negro Community Center, la bâtisse physique? Le fait que la bâtisse physique n'existe plus, quel est le témoin de ce travail au final? Concrètement, de manière tangible, qu'est-ce qui reste de ça? C'est très difficile à voir. C'est vraiment difficile à voir, c'est vraiment difficile à communiquer et c'est vraiment difficile de dire il faut que ça existe parce que ça a des bons effets. C'est intangible les résultats. Du coup, on a du mal à prouver ça, on a du mal à trouver du support, on a du mal à continuer le travail, on a du mal à encourager nos gens, nos enfants, nos proches, à évoluer dans ces milieux également. Pour autant d'encouragement qu'il y a à grind, hustle, faire sa business, faire du cash, où est l'encouragement, où sont les encouragements et le soutien de masse pour contribuer et s'engager dans sa communauté? Moi, j'ai envie de voir ça. Merci, Nala, des très bons points, super fort. Et je pense que tu es là. Tu dis que tu n'es pas là, mais tu es là. Mais quand tu as parlé de comme les images, la représentation, je m'excuse, je trompe mes mots, mais même si, comme selon moi, je pense que même si on est toujours en train de comme refaire des travaux qui peut-être étaient faits dans le passé, dans lesquels on n'a pas l'accès, il y a quelque chose comme vraiment de politique dans ces travaux, comme avec le podcast de Nour, mais aussi comme avec les portraits que vous avez faits. Je trouve comme les portraits sont super beaux. Il y avait aussi le projet Je suis Montréal, qui était un projet de photo des personnes racisées qui habitent à Montréal, que je trouve qui est super beau, que les gens devaient
jeter un coup d'œil. Mais j'aimerais parler à Diane pour poser la question. Maintenant, à demander comment on peut avoir accès au livret de Daisy. Je ne pense pas que c'est toujours disponible. Je pense qu'il faut l'imprimer plus de copies. Oui, mais pour Diane, je m'excuse. J'aimerais te demander quand vraiment comme c'est quoi vos idées à l'arrière de ces projets de représentation? Comme est-ce que à quoi non, j'ai de la misère à trouver mes mots, mais alors, je vais poser en anglais et peut-être ça va bien aller, mais like when you're working on these projects, like and thinking about maybe not so much the politics of representation, but what is it that you kind of like hope to achieve or hope that people see either like within themselves or like within like the Black community? Yeah, can you maybe just talk a little bit more about kind of like the power of images? C'est vraiment ça, la pouvoir des images. J'ai trouvé le point. La question. Alors, pour répondre à cette question, moi, je pense que juste pour rebondir aussi sur la question précédente, qui pour moi fait lien avec celle-ci, le challenge que nous, on doit au Québec vraiment auquel on est confronté, c'est celui de se dire que voilà, et effectivement, il y a une multitude de communautés noires. Et d'ailleurs, dans notre mandat, c'est de célébrer et de mettre en lumière l'expérience, les réalités des communautés noires au pluriel. Pour nous, le challenge, c'est de se dire que comment faire pour représenter nos communautés au pluriel. Dans le sens où, et là c'est mon reproche principal avec Montréal et avec le Québec, c'est que lorsqu'on entend communauté noire, tout de suite on met de l'avant les communautés haïtiennes notamment. Moi ça m'arrive de travailler avec des organismes qui vont me dire on va faire une exposition, c'est une expo avec des artistes afrodescendantes et africains, et je me rends compte qu'il y a 95% d'artistes haïtiens et qu'on invisibilise des artistes anglophones, des artistes issus des communautés africaines, issus des communautés caribéennes anglophones et d'autres Caraïbes francophones. Et pour nous, dans le terme de représentativité, de représentation, il y a quelque chose de primordial, c'est que toutes les expositions, tous les projets qui sont portés par Negra Juventa, il y a ces deux éléments-là qui rentrent en compte. Non seulement représenter la diversité de nos communautés, donc diversité sexuelle, de genre, il y a différentes diversités linguistiques, mais aussi penser à des enjeux qui sont liés au colorisme. Donc pour nous, faire une activité, faire un panel, présenter une exposition, c'est de réfléchir à l'ensemble de ces enjeux-là. Et en fait, pour moi, c'est des éléments auxquels on est plus radicalement confronté au Québec, parce que j'ai l'impression qu'il y a... ça m'est arrivé déjà de refuser de participer à des panels, ça m'est déjà arrivé d'être confronté à des conversations où je pense que là, on ne va pas suffisamment loin parce qu'on met simplement l'arrêté de certaines personnes et de certaines communautés en avant sans considérer les autres. Et en fait, pour nous, là, c'est le plus gros challenge qui est porté par notre organisme. Et pour moi, c'est le plus gros challenge qui est porté ici au Québec, parce que lorsqu'on est dans le Canada anglophone, notamment, moi, j'ai vécu à Toronto, ces enjeux-là, j'ai été beaucoup moins confrontée. Puis, j'ai jamais été autant confrontée au colorisme qu'en étant au Québec, où les gens m'ont dit « Ah, bah super, tu as un panel avec des personnes issues des communautés noires. » Et j'étais là, mais toutes les personnes sont claires. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici, là. Et en fait, c'est plein d'enjeux à déconstruire, et j'ai l'impression qu'il y a tellement de couches et de complexité à déconstruire ici, au Québec, que le travail est vraiment laborieux. Mais en même temps, pour moi, c'est primordial aussi, lorsqu'on effectue ce travail-là, comme on l'a dit, l'importance de l'archive. Mais pour nous, à Negra Juventa, ce qu'on fait, c'est aussi d'archiver le présent. C'est-à-dire que concrètement, lorsqu'on va proposer un projet, une exposition, lorsqu'on va proposer une conférence, primordial, photographie, vidéo, et comment ça fonctionne pour aller avoir un catalogue d'exposition, même si c'est quelques pages. Comment ça fonctionne pour aller le présenter à la BNQ, par exemple? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut l'envoyer à différentes plateformes, à différents organismes communautaires? Et on fait aussi la recherche. Je sais que nous, on a porté une exposition qui s'appelle Subalterne, et pendant un certain moment, on disait, oui, Subalterne, c'est la première exposition portée par des commissaires noirs qui met en lumière des artistes noirs, femmes, et qui ont la volonté de se réapproprier leur narration. Et en fait, pendant, je pense, plus d'un an, on portait ce discours-là, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on n'était pas les premières, en fait. Qu'on n'était pas les premières, et qu'il a fallu faire ce travail de recherche et de se rendre compte qu'il y avait déjà un projet d'exposition, et je ne dis pas il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a plusieurs décennies qui a été porté
sauf qu'on n'a pas forcément accès à ces archives-là. Donc nous, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est que chacune des initiatives qui est portée, d'aller amener ces éléments-là dans des institutions, d'aller aussi porter nos activités au sein d'écoles, donc d'essayer d'être en contact avec notamment des cégeps, avec des universités, parce qu'on veut s'assurer qu'on ne répète pas finalement tous les 6 mois, tous les 2 ans, tous les 6 ans le même discours, le même projet, et de comprendre qu'il y a des éléments à tirer de ce qui a été fait dans le passé, comme on l'a très clairement dit, et que si on veut aller plus loin, c'est d'abord non seulement de reconnaître ce qui a été fait avant, de s'en inspirer et de porter ce discours aussi, de l'améliorer, de le porter plus loin. Mais pour moi, les deux gros challenges, le gros challenge auquel on est confronté, comme je disais, c'est vraiment au Québec, c'est vraiment cet enjeu de ne pas reconnaître et de ne pas comprendre la complexité de nos communautés. Et pour nous, la représentation, elle passe par là. Je pense qu'on est un des rares organismes moi, je le dis et je le dis très clairement, hein. Quand on fait une exposition, il y a une minorité d'artistes. Je suis haïtienne, donc je le dis clairement, minorité d'artistes haïtiens à chaque fois. Parce que pour nous, c'est aussi une invisibilisation des artistes qui sont issus des communautés africaines et d'autres communautés. Donc pour nous, c'est vraiment la représentation. Elle passe par aussi montrer que nos communautés, ce n'est pas que ça, c'est autre chose aussi, c'est d'autres discours, d'autres réalités. Et pour moi, c'est l'enjeu principal qui est porté par notre organisme et auquel on est très durement confronté au Québec et notamment les communautés anglophones. C'est un autre niveau d'invisibilisation, en fait. Et c'est vraiment complexe de... I'm so sorry. Excusez-moi, donc c'est Non, bon. c'est bon. Ça, c'est la vie normale qu'on est. I'm sorry. Oui, donc en gros, c'est vraiment ça, pour finir de répondre à cette question, c'est vraiment ça l'enjeu auquel on est principalement confronté. Puis, si j'ose rebondir, je suis super, c'est drôle parce que, alors je suis haïtienne aussi, donc je touche justement à tout et je pense que c'est un point super important. Moi, c'est quelque chose qui m'habite aussi parce que d'abord, je suis représentante, voilà, c'est la communauté haïtienne et effectivement, comme je dis, quand je me suis rendu compte comment la narration autour de l'immigration haïtienne avait effacé d'autres communautés, c'est là que je disais que pour moi, le premier problème, c'était le déni d'autres réalités et d'arriver à justement complexifier ça et aussi effectivement toute la question de couleur. Et dans l'espace québécois, c'est très à qui on donne la parole et pourquoi. Puis on en parle, ou je peux en parler très ouvertement, même dans la discussion de l'Observatoire qui est en train d'être conceptualisé. Pour moi, c'est comme un des enjeux majeurs. C'est justement, c'est la question de la représentativité à tous les niveaux et la question de ces enjeux-là. Et aussi la question de la dépersonnalisation. Donc là, parce que ça, c'est aussi un enjeu fort qui joue avec tout le narratif dont tu parles, c'est on donne des positions clés à certaines personnes et ils deviennent représentatifs, non pas juste de leur communauté, mais aussi de toutes les communautés. Et c'est comme ça, parce qu'effectivement, au niveau des chiffres, la communauté haïtienne est dans les communautés noires la plus importante, mais ça ne veut pas dire qu'elle est la seule. Mais quand on regarde, comme je dis, l'histoire, c'est très... ça permet, l'espace qui est donné autour de cette histoire d'immigration permet à la province d'effacer d'autres histoires. Hein? Donc, c'est voilà, absolument. Mais Diane, je suis absolument tout à fait d'accord. Et ce n'est pas des enjeux faciles, ce n'est pas des enjeux faciles à l'externe, et même justement à l'interne, dans les discussions. Moi, c'est ça, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit même au niveau de la conceptualisation. Là, on est dans la conceptualisation de tous les programmes de recherche et tout. Il faut même développer, même du côté de la recherche, il faut développer d'autres mécanismes pour arriver à sortir de cette dichotomie tout le temps ou de ces carcans. Donc, ça veut dire aussi de créer différents langages, différentes méthodes, différentes méthodologies. Et ça s'applique, je pense, autant au niveau de la recherche, mais quand je pense, puis Diane, tu pourras peut-être rebondir là-dessus, mais au niveau de l'art aussi, de toute la préservation de l'art, right? Parce que c'est aussi ça qu'on voit.
quand tu vas dans un musée, ce qui est présenté, c'est aussi qu'est-ce qui est archivé. Donc, c'est toute une boucle là où tant qu'on n'arrivera pas à casser ces carcans-là, le narratif va se reproduire tout le temps, tout le temps. Ornella, vas-y. Oui, avant de partir, mais c'est comme si on a toujours, enfin moi j'ai toujours l'impression que il n'y a de la place que pour une personne racisée à la fois. Ce qui fait aussi que ça crée une espèce de fausse compétition en fait entre les organismes, entre les personnes, parce que le message qu'on reçoit, c'est que si quelqu'un d'autre occupe cette place, qui quelque part est une place tokenisante aussi parfois, mais personne d'autre ne peut l'occuper. Donc cette personne a la charge de raconter des histoires multiples, ce qui est c'est quasiment impossible, et de représenter toutes les ethnies, comme on aime à dire ça ici au fin fond du Québec. Ce qui est injuste, ce qui est irréaliste, et ça n'aide personne, personne n'avance au final. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est important que nous-mêmes, on travaille à nos propres places, à nos propres enjeux, à nos propres projets. Merci, Nala. Je suis aussi d'accord que dans les travaux antiracistes ou dans diversity, equity, inclusion, quoi que ce soit, que on pense toujours à comme trouver comme oui, la personne noire ou racisée ou une des autres seulement qui vient de quelqu'un noir ou racisé pour donner toutes les informations, toutes les solutions, mais en fait que, mais c'est le fait qu'on on n'est pas tous le même, évidemment, et qu'on apporte tous et toutes les enjeux, les perspectives, les expériences individuelles selon notre expérience personnelle, selon notre identité de genre, sexualité, nationalité, tout comme Aisha a dit, en fait. So I'm wondering, so actually, if you look in this panel, everyone, aside from me, the animata is, women. One, because to be honest, in real life, I don't know that many men, but also specifically in thinking about community work and even in my my own kind of like long history in community work, it is work that is principally performed by women. In like mixed spaces, often women of color taking some of the more like laborious, emotionally laborious kinds of work. And so, Arnell, I know you have to leave, but you had mentioned before that a lot of this work is devalorized, it's invisibilized, and you still, like persevere because of how important the work is to you. Like, thank you also for being here with a feverish baby on your lap. But this is kind of like, so also, yeah, just very integral to the kind of, yeah, like the ways that this work comes together. It's often not institutionalized, not, maybe you get some funding, maybe, and often that does not go to the people who are procuring or doing the work. And so kind of a question I wanted to pose everyone is, yeah, kind of like what are some of the the biggest like, challenges in doing this work, and how might we, people who are exterior to the work, either institutions, people who are affiliated to institutions, people who might just be in your life, how can we like support or amplify or help you or help this work get done? Give us money. Give us money. Make space and shut up. That's my 3 personal favorites. Je veux dire, je sais pas pour vous autres, mais je suis tellement fatiguée. Pas juste parce que la vie, etc., mais je suis aussi fatiguée de... Émotionnellement, je trouve que c'est vraiment drainant, tu sais. Je sais qu'on avance, mais j'ai l'impression qu'on fait... Des fois, on fait 3 pas en avant, 5 pas en arrière, mais il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Des fois, j'ai l'impression un peu de pédaler dans le vide. Je sais que ce n'est pas vrai, mais c'est l'impression que j'ai.
à cause de ce que je vois autour de moi. Je trouve que les progrès sont tellement lents, très peu mis en valeur, très peu célébrés, et ça m'épuise en fait, honnêtement. Et je suis aussi fatiguée qu'on estime que les femmes racisées, spécifiquement les femmes noires, doivent faire le travail. C'est même pas assez attendu, c'est en partie pour ça que c'est pas valorisé, parce qu'on s'attend à ce qu'on le fasse de toutes les manières. Et puis si on le fait pas, c'est qui va le faire? Donc ouais, pour revenir à give us money, parce que si on avait de l'argent, la plupart, on ferait ça à temps plein et on ferait pas autre chose pour pouvoir payer nos factures. Give us space. Le travail existe, les projets existent, les initiatives existent. Il y a tellement de belles choses qui se font. C'est connu uniquement parce que les personnes qui sont à la tête de ces initiatives travaillent fort, font tout le travail de communication autour. Mais honnêtement, c'est tellement difficile de faire le travail en tant que tel, puis de faire le travail de communication, d'aller chercher des subventions, etc. Je comprends que it's the name of the game, but is it really the name of the game? You know, how come for some games, il n'y a pas tout cet effort-là à faire derrière? C'est une question à se poser aussi. Et l'autre aspect qui est drainant aussi et éprouvant, c'est de devoir justifier pourquoi le travail est nécessaire. Je ne sais pas si vous avez cette expérience, mais quelque part, quand on me pose la question, je sens qu'il faut que je justifie pourquoi est-ce que c'est nécessaire, pourquoi est-ce que ça existe. Oui, c'est bien cute, mais au-delà de ça, pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi est-ce que l'impact est important aussi? Puis je suis un peu fatiguée de devoir le répéter, de devoir le dire tout le temps. Et ouais, j'ai l'impression que si on me laissait respirer un tout petit peu, je pourrais faire mon travail un peu plus en paix. Et en fait, j'ai l'impression de me débattre parfois juste pour exister dans cet espace, c'est juste pour faire ce travail comme j'ai envie de le faire, parce que c'est nécessaire. Ouais. Yeah, definitely this idea of having to always be explaining why the work is important, you know, particularly to people who are not racialized or white or non-Black. It's, yeah, I feel that, especially in grant writing, often observed by white or non-racialized jurors as I feel you. I think Aisha also feels you. You can go ahead, Aisha. Yeah, for one, when you're doing nonprofit work, it's mostly unpaid labor. It's very common for people to burn out because they're working a job to pay their rent and put food on their table, and also balancing the nonprofit work, or they're doing twice as much work as a full-time job in their nonprofit work to make the same amount of money that they would at a regular 40-hour job. Maybe they're doing 60, 70 hours a week. Maybe they're taking calls randomly. Like even like, there's like a lack of boundaries sometimes even. Like when people ask you to speak, there's people who are approaching me, you know, sometimes, okay, no, this isn't a jab. I'm not saying like, so don't take this personally, but like I was, no, because this isn't about you, but like, no, a lot of people have approached me in my like Facebook inbox. And it's like, damn, like sometimes it's like, I really wish I didn't have my real name on Facebook, because it's like, it's different organizations. And it's like, you know, why don't you reach out to the organization? I'm there scrolling in my feed. And now it's like, oh, I have to contemplate whether like, you know, they can see whether I'm online or not. And it's like, so are they expecting me to answer? How quickly? Are they like, and it's like, it's me considering their needs while it's supposed to be my free time. Bye, Ranella. It was nice meeting you. But yeah, also like when you're writing grants, oftentimes it's project specific also. So you write to get a grant so you could do a project, but it's not really to pay your administration. Like a lot of grants that I've applied for, it's like just to fund the project. Like people who facilitate the projects for us are getting paid, but us, the administrative staff who write the policy, who write the programs, who make the trainings, who train these people, all of that is done for free. All of those hours are our time we put in for free to pay other people to do this project because we know it's important to do. And it's like kind of like, I
I can't wait for the day where nonprofit work doesn't have to be kind of like a martyrdom. You know, like we shouldn't have to only do it for free. It is necessary work in order to stabilize the community. Like, and I don't understand why even when you look at government grants, like they have so many different hoops that you have to hop through. And there's so many, you have to hire evaluators who are paid far more than is even reasonable to make sure that your project is performing the way that it's supposed to, and that you have to meet these like ridiculous standards that private companies don't have to reach, don't have to, like, even when you think about how sustainable a lot of these companies and franchises are, they're not, and yet we have to perform even higher than they do when it comes to like using money efficiently and like meeting different standards. So it's like definitely paying us is very helpful, and spreading the word. Like I find the fact that we're able to connect with different organizations and like combine our resources and like to reach each other's participants, that has been really helpful in like getting our name out there and reaching people. So continuing to like spread the word, letting people know we exist, and even that could even stop. There's sometimes I think we multiply efforts. So it's like we create multiple organizations for probably the same reason sometimes. And it's like, if we knew more about like organizations that already exist, we could just join them. We could just collaborate. Instead, you know, sometimes it's like 25 organizations. Like, you know, we've discovered there's another BMHC out west in Canada. And it's like, they have like one word is different, but they're also doing mental health. So it's like, maybe one day we could collaborate with them. But it's like, it's, you know, it's sometimes it could feel scattered, but when we come together, it feels like we're actually covering more ground for me. Yeah, definitely. Desi, do you have something to add, considering you work kind of indirectly with 51 organizations? Oof. The challenges are so multiple. So first of all, I think, yeah, the question of financial precarity is not a small one. It's one that is like acts on a personal level, but also on an organizational level, right? Because these organizations are kept in financial precarity, which automatically trickles down to community members themselves and to people who are doing that work, right? And so it's like you're stuck in a loop, right? Because organizations have to go fund, you know, on basis of funding, funding, you know, project funding, which is never big enough to address the issues, which makes it that community workers have to, you know, become as, so in the end, it's like community workers are as precarious as the people that they're helping. And, you know, so it's kind of like, so it's not just money, but it's how money is distributed. And it's also the role that money plays, because I really strongly believe that it's not by coincidence that this funding strategy keeps organization in that precarity, right? So yeah, definitely the question of kind of ongoing financial precarity, the question of the social responsibility as well, because, you know, you do that work because you want things to change, but sometimes, you know, I always kind of, you know, joke, sometimes I wish I could just afford to go and, you know, bake cakes all day long, because that's what I wish I would do, you know. But I have decided that, you know, my role is to work for the collective goal, collective good. And it's like, if it's not, to me, it's not a question of one person advancing. It's like, there's no point if I make it there and then the rest of my community can't make it with me, you know? And so I think it's, there's that. And also, you know, the challenge of, and, you know, it speaks to the thing before of like doing that work to transform outside while still carrying, you know, conversations that are not easy inside the community. Like, you know, Diane was explaining, but also, you know, so again, going like the questions around diversity, the questions around colorism, but also, you know, the questions around, you know, sexual violence, abuse, you know, the community organizations sometimes replicate the same systems that they're stuck into. And so you're there trying to help, and then you realize that the organization itself becomes abusive because of multiple things. And so
that working on multiple fronts, I personally found, and I've been doing this for like 25 years now, 25 years, and sometimes I find myself absolutely exhausted, you know, and so yeah, it's yeah, I think that's it's these challenges. Yeah, I think you really outlined those challenges like really explicitly, and yeah, that it's not by design. I mean, it is that it is by design that these grant structures really continue to keep precarious organizations precarious, and there's something quite insidious about that. Il y avait une question pour Diane dans le clavardage. C'est un peu long, donc, mais en bref, Nicolas veut savoir s'il y a des organismes qui s'impliquent dans les arts publics, comme, étant donné que il y a comme plusieurs plans de faire le structurage des édifices publics. Donc, si vous avez Diane, si vous avez des suggestions ou des artistes à plugger. Juste avant de répondre à cette question, moi j'aimerais juste revenir sur un point qui est très important, sur finalement qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces organismes de l'extérieur. Et là, moi, je vais vraiment dire qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider nous-mêmes, je dirais. Moi, quand on a eu finalement le mouvement Black Lives Matter qui, il y a plus d'1 an, est apparu pour l'opinion publique, parce que Black Lives Matter, ça existe depuis un moment, donc après le meurtre effroyable de George Floyd. Moi, mon réflexe au départ, ça a été de, voilà, j'ai pas eu un réflexe, non. Au départ, les gens m'ont envoyé beaucoup d'images insoutenables, on me contactait pour des entrevues ici, à gauche, à droite, pour parler de violences policières, pour parler de racisme systémique, comment avec notre organisme, on essaye de déconstruire ces enjeux-là, comment on aborde la question de l'oppression au Québec. Enfin, c'était vraiment ça, les conversations qu'il y a eu à la suite du décès de George Floyd, ici, notamment au Québec. Donc, on essaie de faire lien avec les réalités québécoises, mais en même temps, pas trop de lien, parce qu'on préfère envoyer un ailleurs. Et moi, les semaines qui ont suivi, je suis tombée comme dans un trou, parce qu'on nous demandait trop souvent d'intervenir, parce que c'était d'être confronté constamment à ces choses qui sont quand même difficiles et douloureuses, de voir ces corps suppliciés constamment. Je pense que ça a un enjeu sur nos santé mentale. Et pour moi, c'était vraiment un moment clé dans ma vie, et je dirais même dans ma vie communautaire, c'est de mettre le bien-être au cœur de mes préoccupations. C'est-à-dire que c'était il y a un peu plus d'1 an, avec une amie, on s'est assise, on a décidé de fonder un mouvement qui s'appelle Black Joy Montréal. Et on s'est dit, ouais, en fait, on ne va pas tenir, parce que le milieu communautaire nous brûle, nous fatigue, on est constamment dans la lutte, on est constamment finalement en train de donner de nous-mêmes, on passe beaucoup plus d'heures qu'on est censé en passer, et en fait, on s'est rendu compte que ce système qu'on dénonçait est en train de nous broyer, est en train de nous avaler, en train de nous affaiblir, et finalement, on ne vivait plus, on était constamment en train de lutter. Et je pense que ça, c'est un des éléments qui tue les organismes communautaires. C'est qu'on se tue nous-mêmes parce qu'on perd notre force, on perd notre énergie, et on met à mal nos santé mentales. Et en fait, moi, c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment un changement radical. C'est que là, maintenant, même les projets qu'on porte, même les expositions qu'on porte, pour moi, la joie, elle est centrale. Mon discours politique, ma revendication politique, pour moi, c'est la joie. Et en fait, il y a des conversations auxquelles j'ai décidé de ne plus participer. Lorsqu'on m'invite à parler, ouais, Diane, ça serait important de parler de racisme systémique, etc. Je vais référer à des personnes qui sont pertinentes, des sociologues, des gens dont c'est l'expertise. Moi, maintenant, si on m'invite pour parler d'artistes visuels noirs, c'est parler de nos cultures, de nos communautés, la célébration. Et c'est vraiment ça notre mandat, célébrer l'histoire et les cultures afrodescendantes et africaines. La célébration, pour moi, c'est primordial. Donc, si vous voulez m'inviter à parler de mes communautés, ma communauté, ça va être de cet apport-là qui sera le mien, celui d'une célébration, celui d'un discours positif. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi qu'on arrive à intégrer dans nos réalités et dans nos discours, parce qu'on peut facilement être consumé finalement par cette lutte, en fait. Et je pense que c'est quelque chose à considérer pour nos organismes communautaires, et même les gens
de l'extérieur qui nous invite constamment à toujours ramener à ces éléments traumatiques et ces éléments douloureux, bah, en fait, non, on peut aussi aborder d'autres choses. Et je pense que c'est important aussi de ne pas nous renvoyer constamment qu'à cela. Et pour revenir à la question qui a été posée, celle des... est-ce qu'il y a des organismes finalement qui portent des projets d'art public? À ma connaissance, pas vraiment. Je sais que maintenant, comme on l'a dit, ce qui se passe avec les organismes afrodescendants, les organismes communautaires, on vit beaucoup avec les appels à projets. Donc, c'est-à-dire qu'on fait des demandes de subventions pour des projets spécifiques. Notamment, on a beaucoup plus de subventions dans le cadre du mois d'Histoire des Noirs, ce qui est quand même triste. Et en fait, c'est vraiment des projets qu'on porte pour quelques mois et c'est rarement et plus difficilement des projets sur du long terme. Donc, des projets d'art public notamment, qui demandent beaucoup plus de fonds et qui généralement demandent à un organisme qui est institué, qui reçoit du financement pour le fonctionnement, qui reçoit du financement pour le renforcement de ses capacités. Et en fait, on a très peu d'organismes qui sont dans ces cas de figure-là, du moins dans les organismes en art visuel. Mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a des organismes qui portent des projets, notamment des murales. Je sais qu'il y a une murale qui, j'ai reçu un email aujourd'hui notamment, il y a une murale, une deuxième murale qui va être proposée dans le quartier de la Petite Bourgogne, qui est un quartier très important pour les communautés noires. Je sais que là, par exemple, on a la murale qui a été portée par, qui a été peinte par Franco-Légalité sur le mur du United Church. Donc, il y a ces petits projets-là qui commencent à arriver, mais c'est sûr que pour qu'on arrive à porter ce genre d'initiative-là, et même nous, Nigra Juventa, il faut qu'on arrive aussi à avoir du financement pour le renforcement de nos capacités et du financement à la mission, ce qui est vraiment un challenge pour nos organismes, sachant que voilà, on a un travail à côté, sachant que on est fatigué, sachant que c'est énormément d'heures. Faire des demandes de subventions, c'est toute une aventure, c'est tout un discours à maîtriser, c'est toute une science, je dirais même. Et en fait, c'est des éléments auxquels on commence à réfléchir, effectivement. Et je pense que c'est aussi à nos gouvernements, notamment le gouvernement fédéral, qui commence à prendre conscience de ces enjeux-là, mais le gouvernement provincial aussi, de financer des projets qui ne soient pas simplement ponctuels, mais commencer à réfléchir à comment aider durablement les organismes communautaires. Merci beaucoup pour ça, Diane. Je pense que le point de, ou la question de la capacité ou vraiment le perte de la manque de la capacité de faire ces travaux est un bon place pour terminer, mais pas tout de suite. Une question finale que je pense une question plus facile, plus joyeuse. En parlant de Black Joy, est-ce que can everyone give us one thing that has been bringing them joy in the last period of time? I'm like, when did I last feel joy? Hard to say. But I can start very quickly. The last episode of the show called Z-Way aired on the weekend. If you're not familiar with Z-Way, she is a young Black comedian and a very talented interviewer. And in the show, she interviews celebrities and they're very uncomfortable and it is very funny. So that is my joyous my joyous share. Desiree, your mic is open, so do you want to go next? Oops, sorry, I didn't realize my mic was open. I think so. My joy was this week with the organization that I work with. The summer internship started, and so there was a group of varied ages but young Black youth coming in to do an internship, and it made me really, really, really happy because it reminded me of you know, other potentials, other futures, and also you know, joy, but also why I do this work, right? And so yes, sometimes it's overwhelming, but then when I work and sit with youth and have conversations, you know, about things that they're going through, about their dreams, but also about football, about, you know, the kind of random things. Yeah, so that was really the highlight, getting to know new youth and knowing that I'm going to be, you know, spending the next weeks around them. That's great. Youth can be quite joyful. I think, like they tend to remind me that I'm old, but
aside from that, I think there's quite a lot of like spontaneity and joy that comes from youth work. Aisha, do you want to go next? Also involved with youth work. Yeah. Even just piggybacking off of that, when you actually do your programming and people tell you how it made them feel, or like when people tell you why they needed it and like tell you that it actually worked for them, I think that's like been like something that's I've been riding that high for like the past month of like having after our first peer support group, like we had a picnic to celebrate the end of it. And like, everyone's like, oh my God, like I really needed this, especially during the pandemic, to connect with other people. So it's made me really excited and motivated to do the other two coming forward. And also just the fact that the curfew is over. That, oh my gosh, it's summer. I could walk outside at night when it's cool. I could also sit there and sizzle in the sun. It's nice. It feels like summer again, even though it's like, you know, pandemic times, but it feels a little bit more like summer without the 8 o'clock curfew. That it never made sense to me. So that's what's bringing joy to me right now. Just being able to leave my house when I want to. Yeah. Amazing. I would rather stay home, but I love that for you. Et pour la dernière mot, Diane, allez-y. Moi, je dirais deux moments qui me viennent en tête de circonstances. Là, je dirais, c'est le vernissage de l'exposition Habiter le monde. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été à un vernissage. L'expo est juste magnifique. Et puis, le commissaire Morija, c'est quelqu'un que j'aime énormément. C'est un artiste visuel que j'adore. L'espace était bienveillant. Les artistes, le travail est juste formidable. J'étais vraiment heureuse d'être là. Le discours qui est porté, et je ne sais pas, peut-être les gens ne le savent pas, mais je suis une fan inconditionnelle de Felwine Sarr. Donc, j'étais juste le titre de l'exposition, tout est parfait. Donc, j'étais tellement heureuse d'être dans cet espace-là. Et après, là, très récemment, comme vous avez pu voir, il y a des gens qui passaient derrière moi tout à l'heure. Donc, il y a eu l'équipe de France qui a gagné son premier match de l'Euro. Donc, voilà, un autre élément de joie pour moi, pour ma part. Les sports vraiment font rien pour moi, mais également, je suis vraiment heureux pour ton équipe. Donc, avec ça, je pense qu'on va fermer la soirée, mais merci beaucoup tout le monde pour être ici avec nous sur Zoom. Et j'espère de vous voir en personne à CLAC, l'expo Habiter le monde, dans lequel Modura était le commissaire. Ça ferme samedi, ça c'est le dernier jour. Donc, venez nous voir. Et hors de ça, j'espère que vous avez tous et toutes une très belle fin de la journée. Bye.